Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de la nouvelle lune en Sagittaire du 7 décembre prochain à 7h20 temps GMT, 15 degrés 07 minutes du Sagittaire. Alors, j'espère d'abord que vous allez tous bien, les temps sont un peu agités, on va en reparler. Voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on puisse d'abord voir ce qui est de l'ordre je dirais du contexte, la nouvelle lune de principe en Sagittaire. Et puis ensuite on verra les aspects principaux, comme d'habitude on verra aussi les aspects géolocalisés qui sont évidemment toujours aussi importants. Ensuite on verra la numéro, vous verrez que donc cette fois-ci on obtient le monde des Chines, donc le 21. Et en acte 3, je serais tentée de dire, on aura, je vais faire le parallèle entre les revendications actuelles, je dirais globales, du peuple gilet jaune, sachant que ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est que je parlais de jacquerie, là on est vraiment plutôt dans une insurrection maintenant. J'aimerais en fait poser avec vous, être clair sur le type d'égrégore que ça met en place, parce qu'en fait cette colère, elle est, si on croit qu'elle s'est levée spontanément, c'est pas tout à fait ça. On revient dans des configurations astrales qui peuvent être assez proches de celles de la Révolution. D'ailleurs, on l'entend beaucoup un peu partout. Et en fait, je vais vous montrer comment, entre la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la nuit du 4 août, on est aujourd'hui, cette vidéo est tournée. Je sais même plus, on doit être le 4 décembre. Donc, les annonces qui viennent d'être faites, c'est exactement l'escroquerie du 4 août qui a conduit à un bain de sang pour la Révolution, puisque c'est les Jacobins qui ont fait finalement une sorte de hold-up sur ce qui devait être finalement l'abolition des privilèges, qui n'ont jamais été abolis. Il y a eu une espèce de transaction, on va le voir ensemble de façon détaillée, qui a donné lieu à une immense colère. Et c'est cette immense colère qui est aujourd'hui réactivée. Cette immense colère, elle est justifiée. Et elle est justifiée d'autant plus qu'elle dure depuis 250 ans maintenant. Et que on est sur quelque chose où finalement la suite dépend de la conscience qu'on a de l'égrégore. Sinon, toute cette colère va encore être utilisée, va encore être réutilisée contre les gens. Et c'est les gens qui ne le méritent pas qui vont payer tout ça. Et ça, il faut que ça s'arrête aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu le programme. C'est déjà très embrouillé, donc je vais essayer d'aller vite. Je me suis regardée moi-même, une fois n'est pas coutume. Je voulais voir un petit peu ce que j'avais dit dans l'almanach 2018. Et en fait, j'ai été assez... je me suis auto-scotchée, entre guillemets, parce que, évidemment, les énergies étaient déjà là. Et donc, j'avais appelé ça « naissance de la conscience ». Et j'avais dit, voilà, Mars et Neptune sont conjoints et dissonants. Ils risquent d'entraîner des actions menées pour de mauvaises raisons, mauvais diagnostics, mauvaise évaluation, erreur de jugement. Les conséquences peuvent donc être lourdes et totalement disproportionnées, car cette nouvelle lune veut nous donner à mesurer quel est le poids de nos actes qui n'ont pas été réalisés en conscience de ce que nous sommes, quel est notre sens de la responsabilité, connaissons-nous notre propre impact dans notre environnement et dans nos relations. Ici, le chemin de l'action en conscience est clairement ouvert et nous sommes donc invités à le suivre très fermement. Le carré de Mars à la nouvelle lune, conjonction Soleil-Lune, indique également une rébellion.
Rébellion sans limite, les poissons, face à une autorité, conjonction Soleil-Jupiter, qu'elle soit étatique ou professionnelle, tout autre sera ressenti comme un danger et sera très certainement exagéré dans le ressenti. C'est ici clairement la peur du lendemain qu'il s'agit, ne pas savoir comment demain pourra être géré ou contrôlé et ne pas avoir de perspective dans certains domaines lèvera sans doute de nouvelles frontières, encore faut-il que la conscience les éclaire. Bon, on est là-dessus. Donc, c'est pas pour dire que j'avais raison, c'est pour dire que les énergies étaient déjà là et elles étaient déjà décryptables et prévisibles. Aujourd'hui, cette nouvelle lune en Sagittaire, alors si on s'en tient à des principes généraux du Sagittaire, elle va être... donc ça, c'est ce que j'avais écrit il y a 1 an et demi, on est d'accord, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que les énergies, en fait, elles sont quasiment écrites. Donc c'est pour ça que je voudrais vous vraiment jusqu'au bout vous indiquer à quel point l'égrégore, il est cyclique et qu'un égrégore de la Révolution peut très bien... D'ailleurs, la nuit on fera plus tard, je me suis amusée, entre guillemets, parce que c'est pas drôle, à faire la progression, le thème progressé de la mort de Louis XVI, en janvier 93 et très sincèrement on arrive à notre époque à quelque chose de totalement fou et qui décrit complètement ce qu'on est en train de vivre. Moi je suis à Paris, enfin dans la région parisienne, je viens d'avoir du mal à rentrer à la maison parce que gilet jaune oblige, mais je suis complètement... je comprends cette colère et je suis solidaire avec le passage, l'obligation de changer de régime. D'accord. Après, les modalités, évidemment, on peut être... l'absence de conscience du mouvement me gêne. Mais en dehors de ça, bien évidemment, tout le reste est légitime et déjà écrit, en fait. Alors, une nouvelle lune en Sagittaire, c'est-à-dire une conjonction Soleil-Lune en Sagittaire. Comme toutes les nouvelles lunes, ça démarre quelque chose. Donc là, ici, on est en démarrage de quelque chose, d'une énergie, d'un cycle, d'un aspect planétaire. Donc ici on est à 15 degrés 07 minutes Sagittaire, ce qui veut dire que c'est ressenti évidemment plus fortement par le deuxième décan des signes mutables. Les signes mutables c'est Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson. Alors pour mémoire, les signes mutables ils arrivent tous à la fin d'une saison. D'accord? Je me fais bien comprendre, c'est-à-dire que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle annonce la fin de quelque chose, de même qu'on verra que le 21, le monde, il va annoncer la fin de ce régime, de ce monde, de cette façon dont on a de voir, de considérer les choses. Donc avec eux, on termine quelque chose, d'accord, et on débouche sur autre chose. Donc les caractéristiques de ces signes mutables, c'est ils intellectualisent beaucoup, on va dire, il y a beaucoup de sensibilité aussi, beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation, ils vont se débrouiller dans plein de possibilités. Évidemment, les Gémeaux vont parler beaucoup, entre guillemets, ils vont être, parce que les Poissons... Je lis toujours, excusez-moi pour les poissons, je suis poisson. Donc je sais quel est le mal parfois à exprimer les choses, notamment quand elles sont sur une base émotionnelle. Et en excès, dans ces signes mutables, on a beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitude, beaucoup de flou, surtout des attitudes parfois contradictoires. Voilà, ce genre de trucs. En global, je dirais, le thème lambda et tout seul d'une nouvelle lune en Sagittaire, c'est globalement, elle met en route les énergies du Sagittaire. D'accord? Donc, les caractéristiques du Sagittaire vont être mises à l'honneur. Donc, c'est un signe mutable, comme on l'a dit, c'est un signe de feu, donc d'action, sous la maîtrise donc de Jupiter, qui va représenter donc la maison 9 en astro, donc une ouverture vers l'étranger, une ouverture vers une certaine forme de philosophie, la liberté, l'évolution intérieure, des fois la religion, la vérité, la franchise. En corollaire en face, on a le Gémeaux qui évidemment donne des choses ou les retire en fonction de la façon dont on s'en occupe. Donc le Sagittaire, lui, il y a beaucoup de dynamisme là-dedans. Donc il peut être blessant par les paroles du Gémeaux qu'il n'a pas bien intégré, ça va être sans le vouloir vraiment, quoi. Il n'y a pas d'acte délibéré souvent là-dedans.
Donc on retrouve beaucoup de dynamisme, de joie de vivre, de chance. Il va avoir les caractéristiques de Jupiter, donc il va avoir une expansion, parfois des excès. Ça représente aussi tout ce qui est légal, tout ce qui est les avocats, les médecins, les notaires, l'armée aussi, hein, le commandement, vraiment sens du commandement qui est souvent marqué avec Jupiter. L'indépendance, et c'est le significateur qu'on verra dans quelques temps quand il arrivera en Capricorne en 2020, c'est le significateur du libéralisme. Donc il va nous intéresser beaucoup Jupiter dans les mois, les semaines à venir. Le Jupiter, lui, le Sagittaire en général, il a du mal avec les ordres, il n'aime pas qu'on le contrarie. Il peut se montrer très impulsif et en défaut, quand il est mal aspecté, eh bien, il aura peut-être un esprit contestataire, rebelle. Ça peut aller jusqu'au fanatisme. En tout cas, il a une certaine forme d'impulsivité. Voilà, il y a une espèce de turbulence, il y a une espèce de soudaineté, d'instabilité parfois. Quand c'est pas bien, hein, pas bien aspecté, d'impatience, voilà, qui peut aller après selon les aspects divers et variés avec le soleil jusqu'à de l'orgueil. Voilà. Alors, quand c'est bien aspecté, évidemment, c'est vraiment la générosité. Là, après, le défaut de la générosité, ça peut être qu'il y a une attention qui est trop accentuée sur les apparences des choses, hein. Donc, beaucoup... aussi, il peut y avoir de l'arrogance, hein. C'est ce qu'on reproche par exemple à Monsieur Macron, qui est Sagittaire. Au niveau physique, il va gérer tout ce qui est finalement qui permet d'avancer. Donc ça va aller des hanches aux cuisses, etc. Mais il y a aussi le foie qui donc permet d'éliminer. Et voilà. Donc finalement, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va ouvrir, la lune en Sagittaire va ouvrir un démarrage sur vraiment une découverte de la liberté, une expansion, des revendications, de l'envie d'abondance, voilà. Et là, en fait, tout ça, ça va être renforcé du fait que Jupiter est également en Sagittaire. D'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose qui est complet là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que la lunaison est sous la maîtrise de Jupiter, qui est lui-même en Sagittaire, dans son domicile. Donc, l'énergie de mouvement, hein, évidemment, est incarnée par Jupiter, qui est symbolisé par un centaure, donc vraiment le mouvement dans ce qu'il a de plus brut. Et sa conjonction avec la Lune, donc dans un signe un petit peu instable, on va dire, en tout cas mutable, va potentiellement intégrer une notion d'expansion de foule. D'accord? La Lune, ça peut être la foule, c'est le public. C'est aussi, voilà, c'est la notion de choses collectives, on va dire, hein. Donc, et puis la Lune en Sagittaire, elle va se fier à Jupiter et elle va faire confiance trop facilement. Donc, il y a une demande encore en plus d'augmenter la liberté. Voilà, on a vraiment une pression sur la liberté qui devient quasiment irrépressible en fait, hein. Donc, on a ce besoin qui est très très important et qu'on n'arrive pas à canaliser en fait, hein. Donc le Sagittaire va représenter finalement quelque part, il y a une forme d'idéal là-dedans, et la Lune va représenter le quotidien. Donc on voit bien qu'ici, dans nos mouvements contestataires, on a un idéal de société qui n'est pas du tout, qui est loin d'être atteint, et qui bascule de façon complètement absurde dans le quotidien, où on ne peut plus vivre avec finalement son travail. La Lune, dans le Sagittaire, elle va aussi parler de loi et de morale, puisque le Sagittaire, lui, on a vu, c'est ce qui est légal. Donc, on a la Lune, elle va aller valoriser finalement ce qui est intégration sociale, d'accord? Donc, au sens collectif des choses. Au niveau surtout là-dedans, il y a vraiment une idée de principe et de valeur
qui doit être respecté. Voilà, et c'est ça en fait aujourd'hui qu'on va retrouver, c'est ce sens des valeurs finalement que l'État, que le commandement, que le Sagittaire auquel il ne répond pas. Et donc le problème de cette lune finalement, quelque part, ça va être aussi d'être décalé par rapport aux contingences matérielles. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont donc générés par le pouvoir, hein, ce Sagittaire et ce Soleil en Sagittaire, qui vont être complètement déconnectés de ce que la base doit subir, doit activer, doit tous les jours, d'accord, le quotidien, pour pouvoir subsister. Donc on est vraiment dans des contingences matérielles qui sont complètement décalées, et du coup ça s'exprime de façon explosive, d'accord. On a le côté émotionnel de la lune dans un signe mutable qui entraîne cette instabilité émotionnelle, ce besoin de changement, ce besoin de liberté et l'impatience certainement qui va avec, d'accord, sous couvert qu'on n'a pas été patient. Parce que là, je mets mention, je mets bémol, hein, mention spéciale. Alors, ce qui est assez... dans nos dirigeants, on a quand même des gens qui ont aussi pas mal leur lune en Sagittaire. Donald Trump, par exemple, a sa lune en Sagittaire à 21 degrés. Pendant que Vladimir Poutine, lui, l'a en face, en Gémeaux. Et évidemment, nous, Monsieur Macron, il a son soleil conjoint Mercure rétrograde. Donc, attention à la difficulté de compréhension, justement, et la difficulté d'expression des choses par rapport à la base. Hein, on le voit bien, ce Mercure rétrograde, il peut être compliqué pour lui. Vénus à 21 degrés et Neptune à 16 degrés du Sagittaire. Donc il a énormément de choses en Sagittaire. Les années 2019 et 2020 vont être pour lui, je dirais particulièrement 2019, pour lui, il y a beaucoup de choses qui vont être très complexes et très difficiles à prendre en compte. Donc, personne n'est à l'abri d'avoir un karma qui se remet droit d'un seul coup et de pouvoir prendre conscience des choses. Là, il est téléguidé évidemment par... on sait d'où il vient. Hein, en tant que banquier associé à Rothschild, on n'a pas trop de doutes sur le formatage du monsieur. Mais moi, je ne suis pas Dieu et pourquoi pas avoir un miracle qui tombe. Sinon, bah, effectivement, il lui arrivera ce que son karma lui enverra. Les aspects spécifiques pendant ce temps-là de notre nouvelle lune en Sagittaire. Il y a cette nouvelle lune en Sagittaire, comme vous pouvez le voir, elle est évidemment conjointe à Jupiter. Ce qui va donc, comme je vous le disais, renforcer les aspects petit peu de commandement, d'ego hein, aussi, de rayonnement de Jupiter. D'accord ? Ici, Jupiter va rayonner, il va se renforcer, il va donc accentuer des besoins de mouvement, de liberté. Jupiter-Soleil, c'est le gonflement de l'ego. Le renforcement aussi de la notion du chef, c'est moi le chef, de commandement, d'armée et surtout, il y a une volonté d'assurer sa puissance. Donc, la conjonction avec la Lune, ça lui apporte l'émotionnel qui va avec, donc le désir fort, même peut-être certainement schématique, intérieur, de réussir, et ça va, je dirais, amener un côté changeant à l'humeur. D'accord ? Pendant ce temps-là, on a cette nouvelle lune qui est carrée toujours à Mars-Neptune en Poisson. Et donc, on a l'alliance Mars-Neptune qui est une espèce d'action dans l'idéologie. D'accord ? C'est une action, je dirais, qui est rapide, qui est inspirée contre l'autorité. Voilà, on est dans quelque chose qui finalement, Mars qui va apporter à Neptune un pouvoir d'action pour l'idéal, d'accord ? Donc c'est vraiment cet idéal de société qui est souhaité, de façon floue et désintéressée. N'oublions pas que tout ça, ça a lieu en Poisson.
Et alors, effectivement, ça peut amener aussi une certaine forme d'utopie dans les objectifs, dans les résultats, dans quelque chose qu'on n'arrive pas finalement très bien à cerner, c'est ce qu'on voit, et à définir. Pour autant, le carré à la nouvelle lune et à Jupiter, lui, il va indiquer clairement un refus de se soumettre à l'autorité. C'est clair, net et précis. Refus total et délibéré. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué de pouvoir apaiser les choses, évidemment, dans ce contexte. La nouvelle lune, elle est évidemment aussi sextile à la lune noire en Verseau. Ici encore, on trouve des peurs du collectif. Des peurs, finalement, de manquer. Cette lune noire, elle est en maison 2 pour Paris et le GMT plus 1. Donc, on a clairement ici une peur je dirais, de tout ce qui était réactivé, des blocages, de ne pas pouvoir aller travailler, de manquer d'essence, voilà, il y a toutes ces peurs du collectif là qui sont des peurs qui n'ont jamais été traitées, qui remontent, d'accord? Et ça, c'est vraiment fait pour aller chercher l'aboutissement, la solde de ce truc-là, d'accord? L'aboutissement positif. On a également cette nouvelle lune qui est sextile à Pallas. Donc on a vu que Pallas, c'était notre Athéna stratège qui était donc la femme équilibrée, qui sait se défendre, qui est complètement équilibrée dans ses polarités, etc. Ici, le mouvement des Gilets jaunes peut aller chercher pour finalement aller éradiquer un certain nombre de peurs, va aller chercher finalement un certain nombre de personnages. Ces personnages, ils peuvent être réellement féminins, donc très équilibrés, avec des caractéristiques athéniennes très particulières, ou ça peut être des hommes qui sont investis de cet état de force de dissuasion, encore une fois, qui sauront trouver les mots de la dissuasion et à la fois de la protection. Parce qu'aujourd'hui, ce que cherche le peuple, c'est à la fois à pouvoir vivre, mais être finalement comme à la Révolution. C'est ce qu'il n'obtenait plus du roi. D'accord? On avait un peuple qui demandait la protection du roi, puisqu'on disait toujours que la royauté allait pouvoir, je dirais, protéger le peuple. Le roi devait protéger son peuple comme un bon père de famille, c'était souvent dit comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on attend en tant que peuple, c'est de ne pas se faire spolier l'intégralité des richesses du pays et l'intégralité de notre liberté à disposer de nous-mêmes par des gens qui sont complètement sans égard pour l'humanité du tout. Pourtant, on est face à des tableaux Excel comptables dirigés par des gens plus hauts qui n'en ont absolument rien à foutre de ce qu'on peut devenir, ni de ce que devient l'humanité, etc. Et donc, on est face à finalement cette énergie-là qui revient encore pour être traitée. D'accord ? Donc, on parle ici de personnages en 2.0, entre guillemets, qui va mettre en lumière donc tout un tas de gens qui vont être très différents, très équilibrés et qui vont pouvoir justement comprendre cette nouvelle forme de société à mettre en place, cette nouvelle façon de se comporter, cette nouvelle paix intérieure que tout le monde et une nouvelle société va vouloir également installer, transfigurer. D'accord ? Donc, ce qui est cherché ici par ces personnages, c'est une nouvelle forme de paix et d'harmonie sociale. Et ça, c'est important. Cette Pallas, elle est en balance, d'accord ? Donc, dans les relations sociales. Avant, on avait cette diplomatie de Vénus qui était opposée à Uranus et qui était vraiment le rejet en masse de cette diplomatie de séduction, entre guillemets. Aujourd'hui, on nous propose autre chose. À nous de savoir le regarder, à nous de savoir repérer ces gens qui sont des gens dont la mission de vie est là pour ça, qui sont des jalons d'une nouvelle société, qui sont là pour la penser et qui l'ont déjà dans le sang en fait. Attention, il y aura quand même des gens qui seront poussés devant nous, qui ne seront pas des vrais. Tout ça, c'est pour encore toujours garder actif notre discernement. Tout le monde là-dedans, tous ceux qui se proposent à faire des choses, ne sont pas des Pallas 2.0. Attention.
Alors, les autres aspects qu'on peut avoir là-dedans, toujours pour Jupiter, carré Mars, Neptune en Poisson, on va voir qu'on est dans le domaine de l'excès. D'accord? On est dans le domaine, finalement, d'une inconséquence quant aux actes. Parce que Neptune va flouter, évidemment, l'action menée par Mars. Il va rendre les conséquences des actes complètement inaudibles. Il y aura beaucoup d'imprudence possible, beaucoup d'excès comportementaux en tout genre. Ce poisson enlève la limite pour agir, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte il n'y a pas de limite. C'est ça qui est dangereux. Et il y a beaucoup d'intolérance. D'accord ? Jupiter, toujours lui, et carré Nessus également. Carré Nessus, la trahison. On se retrouve toujours dans le pouvoir qui cherche à faire quelque chose pour pouvoir continuer à s'assurer le commandement unique et indivisible. Jupiter, trigone, Chiron. On a quand même une opportunité de trouver des solutions et de transcender cette énergie pour aller plus loin. Mais globalement, le Jupiter en question, le Chiron étant Poisson, il doit tout modifier. D'accord ? Il doit tout repenser. Il doit tout prendre en compte et il doit vraiment aller de l'avant pour pouvoir, je dirais, surtout sa notion de compassion doit être complètement revue. Mais il y a une possibilité. La porte n'est pas fermée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mercure est en Scorpion, 27 degrés. Alors, cette nouvelle lune a lieu le 7 décembre et donc, évidemment, il va redémarrer en même temps. Bon, il redevient direct, mais il ne faut pas oublier qu'il a toujours une période stationnaire, et donc, avant et après, hein. Et donc, on peut toujours déterminer que c'est pendant cette période stationnaire, en règle générale, qu'il se passe des choses. Donc, l'acte 3 ayant lieu le lendemain, on peut espérer que finalement, il n'y ait pas trop de dégâts et que le Mercure peut rétablir la communication. D'accord ? Ici, on a une remise en route qui peut être un peu sur le mode élastique, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été gardées dans l'élastique parce que là, on n'avançait pas, et boum, on lâche l'élastique, donc le machin, il va partir. Donc, il peut y avoir des choses qui arrivent en totale impulsivité, un petit peu en ordre dispersé, etc., qui tombent comme des cheveux sur la soupe. Alors, dans ce côté mercurien en Scorpion qui, moi, m'inquiète un petit peu, ce Mercure, il peut aussi parler des jeunes. Il peut parler aussi des étudiants. Il peut parler des lycéens. Dès lundi, oui, on est mardi, donc hier, il y avait déjà des blocus dans les lycées, visiblement, d'après ce que m'a dit mon fils qui est au lycée, il y a d'autres blocus qui sont annoncés très prochainement. Je pense que pour Mercure en Scorpion, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de dérapage, parce que c'est vraiment... il est en conjonction très lointaine, même presque pas avec Jupiter. Donc, Mercure va garder son potentiel à être autonome, pas trop influençable et je dirais il va pouvoir continuer à établir son propre diagnostic. Donc en espérant que Mercure arrive à pouvoir penser les choses, à pouvoir les remettre en ordre, les visualiser, etc., de façon un petit peu très percutante et très perçante dont sait faire preuve le Scorpion, on peut avoir des éclairs de compréhension des choses, d'accord ? Donc on peut avoir aussi des jeunes, des très jeunes, qui, comme il y a trigone nœud nord et trigone Chiron avec ce Mercure, il peut y avoir des jeunes qui trouvent des solutions.
d'accord, qui trouvent des façons d'avancer, qui trouvent des modes opératoires ou des choses qui seront, qui feront avancer justement ce schéma de nouvelles sociétés, mais qui n'iront pas au conflit, qui n'iront pas alimenter la colère, parce que c'est l'alimentation de cette colère sans conscience qui alimente l'égrégore de base, qui va faire qu'on finalement on nourrit autre chose. On nourrit quelque chose qui a servi déjà à alimenter un bain de sang et qui peut être réutilisé par tout un tas de gens. À la limite, on s'en fout, mais cette colère, elle ne doit pas nous submerger, elle ne doit pas nous faire aller dans le mur. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc ce Mercure en conjonction lointaine avec Jupiter, il peut encore établir un diagnostic. Il peut encore parler des choses. D'accord, dans le sens de l'évolution collective, puisqu'il peut parler avec ce nœud en Cancer, donc il peut parler au niveau familial, il peut parler au niveau compassionnel avec Chiron, et donc la lune qui est, qui est présente dans cette nouvelle lune va évidemment aller chercher ce que ce raisonnement très lucide peut aller chercher. Donc, espérons que notre jeunesse trouve d'autres modes d'action, puisque c'est de ça qu'il s'agit, beaucoup plus lucide et avec un grand diagnostic, pour nous proposer une nouvelle société. D'accord ? À Paris, attention, malgré tout, le nœud d'évolution est en maison 8, hein, donc il faudra beaucoup de transcendance et de transformation, surtout qu'il est encore en plus Trigonavesta pour ne pas amener de choses trop dures. D'accord ? Saturne est en Capricorne, donc on le sait depuis un certain temps. Et lui, il va amener de la résistance à ces changements. Il va amener finalement une certaine impossibilité à faire les choses simplement. Malgré tout, hein, il est quand même, je dirais, sextile à Nessus, et donc par ce biais-là, il va amener l'appui à la trahison de Jupiter, donc les moyens, il va amener voilà. Il va construire. Donc on est face à une trahison qui se construit en fait. Hein. D'accord ? Donc voilà, le Uranus est encore en Bélier, opposé Vénus toujours. Donc sur le plan individuel, ça peut vous donner des hauts et des bas dans vos relations, hein, des choses un petit peu olé olé, un petit peu virulentes sur le plan affectif, parfois un peu tordu même. Mais cet Uranus, il est toujours complètement coincé entre les nœuds lunaires. Donc l'évolution de la pleine conscience n'est toujours pas décidée. D'accord ? On n'est toujours pas sur quelque chose qui a été validé. Toujours bloqué. Donc l'individu tout seul, Uranus en Bélier, c'est l'indication que l'individu seul, sans cette conscience collective, ne peut pas trouver le chemin. Donc à méditer. Voilà. Donc ça, c'était nos aspects généraux. En ce qui concerne les fuseaux horaires. Alors, les fuseaux horaires, donc Paris, GMT plus 1, donc on a toute l'Europe globalement et le Maghreb, plus en dessous. Hein. Donc, on est toujours sur une nouvelle lune le 7 à 8h20, donc ascendant 11 degrés 58 Sagittaire. Donc, qui tombe pile sur la lunaison. Ça ajoute encore une intensité supplémentaire, puisque l'encadrement qu'il y a, eh bien, ça va être d'un côté Jupiter, de l'autre côté la lunaison. Et donc, on a vraiment une grande intensité sur ce qui se passe. D'accord ? Donc, un grand besoin de liberté. Et toutes les valeurs du Sagittaire, que ce soit les valeurs de commandement, de chef, de machin, de besoin de liberté surtout, hein, je le répète, de justice, sont évidemment très 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 actives. Jupiter et Mercure donc vont être en maison 12,
Et donc, évidemment, la maison 12, c'est ce qui est un petit peu caché, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va nous sortir du chapeau? Qu'est-ce qui va être mis comme raisonnement qu'on ne va pas voir tout de suite? Voilà, c'est carré avec Mars, Neptune en Poisson en maison 3. Donc, la communication, on va dire qu'il n'y en aura pas. D'accord? En tout cas, pas de correct. Enfin, il y en aura peut-être une, mais elle sera institutionnelle. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc, voilà. Alors, il peut y avoir aussi, je suis en train d'y penser, encore des reproches aux journalistes avec ça. Hein. Voilà, c'est pas le Mercure étant en 12, la presse, elle n'est pas, forcément super ouverte et super libre. Hein. C'est ça que ça peut vouloir dire aussi. Hein. Uranus donc est en maison 4, donc le foyer. Il va être opposé à Vénus, donc on en a parlé en maison 11 sur le collectif. Donc ici, la maison 4 qui est le foyer, c'est aussi la maison politique. Donc on va expliquer, on va dire que finalement cette maison politique, elle explose quelque part. D'accord? Et que la vérité peut nous parvenir via le collectif. Vénus est en Scorpion en 11. Donc on peut avoir une espèce de détournement de truc qui va nous amener finalement une forme de vérité qui va être très concrète, hein, pour le coup, parce que Vénus c'est quand même la planète maîtresse du Taureau, donc, et de la Balance, hein, donc il y a toujours l'aspect diplomatique que je n'oublie pas. Mais je pense que là, on peut, comme elle est en Scorpion, elle va forcément attraper aussi les caractéristiques corollaires du Scorpion, c'est-à-dire le Taureau. En maison 2, donc, qui est la maison du patrimoine, des biens, des dons, des richesses, dedans, on a Pluton, nœud sud, Vesta et lune noire. Rien que ça. Donc on peut dire qu'il y a des événements qui visent finalement à aller faire ressortir des peurs, de la spoliation du patrimoine, des choses qui peuvent très fort attaquer les structures. Voilà, il peut y avoir des événements bancaires, des choses comme ça qui font que des blocages, des machins qui font qu'on est obligé de transformer finalement ce qu'on a au niveau de notre perception de notre patrimoine pour pouvoir continuer et passer au-dessus des choses qui arrivent. Ici, on est bien dans quelque chose de karmique. On a le nœud et Vesta et la lune noire. Donc rien que ça, je pense que c'est même pas la peine de se faire un dessin là-dessus. Voilà, il y a une grosse problématique quand même de matériel, hein, argent, banque, patrimoine, dons. Ouais, il y a un gros truc là, il y a un gros truc, et c'est que du pas bon. Et ça nous amène vraiment à une volonté de transformation. Le nœud nord étant en 8, ça nous dit, vous rasez tout, vous recommencez. Alors, recommencer quoi? C'est tout le... Je crois que c'est le point d'interrogation, là, du coup. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un événement qui vient nous poser cette question sur ce domaine matériel. Au niveau perso, au niveau individuel, faut regarder où vous avez le signe du Sagittaire dans votre thème. Bien évidemment, cette maison-là va être, surgonflée. Pendant cette nouvelle lune, vous allez pouvoir démarrer des choses avec l'étranger, par exemple. Vous allez pouvoir démarrer... Il y a beaucoup de choses qui peuvent redémarrer même, avec notamment le redémarrage en plus de Mercure qui va repasser en Sagittaire. On va avoir des choses qui peuvent du coup aller très vite. Donc si vous êtes en attente de tout un tas d'actes notariés, de machins, de trucs ou de contrats pour aller à l'étranger ou de nouveaux projets ou d'expansion de choses qui étaient bloquées ou de signatures, machin, là vous allez avoir des choses qui vont se débloquer là dans les prochaines semaines. Donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose au niveau personnel sur lequel vous pouvez surfer.
attention quand même à ce carré qui Mars-Neptune qui peut vous emmener vers quelque chose, une espèce d'idéologie au fait de ne pas voir. Vous pouvez très bien évoluer dans un monde où vous ne comprenez pas du tout les règles et vous n'allez pas voir ce qui se passe. Donc faites attention, redoublez vraiment d'attention parce que vous pouvez être complètement brouillé dans quelque chose que vous avez co-créé, une situation qui vous paraît claire et en fait, hop, il y a un truc qui va sortir du chapeau au dernier moment et ça ne sera pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Hein. Attention à ça. Et oui, au niveau personnel, on peut avoir des fraudes aussi, hein, des vols, des machins. Mars, Neptune en poisson, ça peut être ça. Hein, ça peut, notamment en maison 3, ça peut être, on peut vous hacker votre boîte mail, on peut... voilà, il peut y avoir des tas de trucs qui sont plus ou moins frauduleux, qui sont plus ou moins nets, qui sont plus ou moins corrects, qui sont... Voilà. Et tout ça, c'est pas forcément super simple. C'est vraiment quelque chose où il faut faire attention à ce qui est net. Vraiment. Vos actions doivent être nettes. Et si c'est possible, en plus, elles doivent être justes. Sachant que la notion de justesse, elle va évoluer tout le temps. Hein. On n'est pas mort, on n'est pas Dieu, donc la notion de justesse, pour chacun de nous, on la voit, on voit midi à sa porte. Hein. Bon, alors... Donc ça, c'est Paris. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Je sais que je suis un peu lourde sur Paris, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être évacuées et qui doivent être comprises et sur lesquelles on doit bosser parce que ça ne se résoudra pas tout seul. Donc il faut vraiment que le plus possible on ait conscience des choses pour que ça avance et que l'égrégore de colère, etc. puisse trouver quelques failles. Plus on sera, plus on peut espérer que à un moment donné, le calme et l'harmonie par ces gens dont c'est la mission de vie et qui sauront être finalement des leaders New Age, hein, si tant est qu'il y ait des leaders, mais ça sera plutôt des leaders transversaux, puissent nous amener la paix. Le GMT-10, alors là on bascule de l'autre côté. Donc côté Hawaï et Haïti, nouvelle lune le 6 décembre à 21h20, ascendant 27 degrés 37 minutes Cancer. Ben là, c'est intéressant parce que là, ça devient pile poil sur le nœud d'évolution. Alors ici, bien évidemment, on a l'aspect collectif de la lune qui est envisagé, l'aspect groupe familial et l'aspect historique, l'aspect racine, l'aspect politique qui est mis en œuvre. D'accord? C'est mis à l'honneur tout ça. La lunaison est donc en maison 5 avec Jupiter, ce qui évidemment repart sur l'aspect familial et sur l'aspect des racines, puisque ce sont les projets et les enfants qui sont ciblés. D'accord? Donc voilà, c'est très les projets pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants, etc. etc. Les créations. Il y a tout un tas de questionnements autour de finalement cette maison 5 de création, cette maison 5 qui peut aussi concerner les enfants et qui va évoluer avec, je dirais, tout un tas de questionnements. Alors on a des problèmes aussi, on a des questionnements autres dans ces îles avec Mars, Neptune, Chiron qui sont tous en poisson en maison 8, avec Nessus également. Et on va se poser la question toujours de ces problématiques énergétiques avec l'eau. C'est pas forcément aussi l'eau, ça peut être... il va falloir qu'on surveille toutes ces choses au niveau de la création des épidémies, de la création des vaccins, des épidémies, la façon dont se diffusent les maladies. Il y a une demande de transformation énergétique super profonde avec Mars-Neptune en poisson et avec Chiron en maison 8. Tout ça en maison 8. Il y a un émotionnel, il y a vraiment un énergétique qui doit être complètement transformé. Et Uranus est en attente en maison 9.
d'une prise de conscience individuelle de ce qui se passe. Donc là, on est vraiment sur finalement un côté il y a un côté très quotidien aussi avec Saturne en 6, donc on peut avoir des privations de quelque chose, des blocages d'autres choses, voilà, c'est des transformations du quotidien. Finalement, la porte de sortie, c'est les enfants, c'est qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, le Sagittaire aussi, ça va jouer aussi avec finalement la pollution, avec tous ces machins-là. Donc on va être sur des projets et des choses plus grandes que nous pour arriver à laisser une terre et un idéal de propreté, je dirais, un idéal de vie à nos enfants, quelque chose qui soit beaucoup plus sérieux finalement que ce qu'on donne maintenant. D'accord ? Alors, la Californie, Yellowstone, GMT-7, nouvelle lune le 7 décembre, 0h20, ça nous donne un ascendant vierge à 18 degrés 56 minutes. Alors, cet ascendant va nous montrer la notion de service toujours. Hein. On va repartir sur l'aspect du quotidien, sur le service, sur Neptune et Mars sont en face, donc on est toujours dans cet aspect de médicaments, de médecine, de soins. La lunaison a lieu sur la cuspide de 4, donc on est encore entre la communication avec Mercure qui va être en 3, donc une communication qu'on attend vraie, d'accord, dans ces zones-là, et on cherche à faire toujours des diagnostics. Il y a une recherche Mercure trigone nœud nord en Cancer en 11, on va chercher une évolution collective et un diagnostic collectif de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de la façon dont on peut agir ensemble mieux. D'accord ? Donc la lunaison, donc notre nouvelle lune est sur la cuspide de 4, donc le foyer. Donc toutes les énergies sont tournées vers le foyer. Le Cancer qui est lié à la lune, lui, il est en maison 11, donc il est logé à une perspective d'évolution forte par le changement des mentalités et surtout une organisation de la solidarité. On reconstruit les choses ensemble en les pensant de façon plus humaine avec Chiron trigone le nœud en Poisson, et donc il faut se battre. Voilà, les familles ont besoin de se sécuriser aussi, et donc c'est ça qui devient primordial. Donc le Mars-Neptune, lui, il est sur la cuspide de 7, et donc effectivement, on peut être amené ici, dans ce cas-là, à avoir un flou concernant les contrats, concernant le partenariat, concernant évidemment les choses qu'on avait mises en place avant. D'accord, qui vont se heurter à l'autorité, qui vont se heurter finalement à ce qu'on a fait ensemble avant. Ici, le nœud sud, Vesta et la lune noire en 5. Donc on a peur pour ces enfants en fait. Hein. On a peur, des peurs collectives pour ces enfants, pour la façon dont on va pouvoir vivre. Hein, carré Uranus en 8. Donc... on n'a toujours pas la pleine conscience. On se dit, mais comment on va faire pour pouvoir finalement amener quelque chose qui va être propre à nos enfants dans ce cadre-là. Pluton, lui, en cuspide de 5, lui, il va demander une transformation, lui, il demande une transformation des structures existantes. Hein. Lui, avec cette problématique de Mars-Neptune en Poisson et ce Saturne en 4 en plus, on a toujours une problématique des armes, d'accord,
qui reste complètement entière dans cette zone-là, d'accord, avec un Uranus en 8 qui est susceptible de donner des explosions, d'exploser quelque chose qui est quand même très sensible. On a cette problématique des armes qui est quand même tout à fait présente. Le Québec, j'ai rajouté le Québec. Alors d'habitude, le Québec, il est plutôt en lien avec l'ascendant de la Guadeloupe et de la Martinique. Puis là, il est un tout petit peu avant. Donc du coup, j'ai fait un spécial Québec. Le Québec, donc GMT-5, donc nouvelle lune à 2h20, le 7, ascendant 18 degrés 27 minutes balance. Alors là, des gens, des palaces 2.0, on en a. C'est-à-dire qu'on est susceptible d'avoir des gens qui commencent à voir, qui commencent à comprendre, qui commencent à intégrer quelles sont les possibilités pour une gestion d'une société autre. Alors pour autant, je pense qu'ils sont très très emmerdés par le pouvoir en place. Parce que je pense que la lunaison ayant lieu en 2 et en 3, carré Mars-Neptune en 5, on a des difficultés de communication qui restent focalisées sur l'argent. D'accord ? Le reste, la politique, on a Pluton, nœud sud, Vesta, lune noire, sur la cuspide de 4 avec le nœud nord en 10. Je pense que votre Justin Trudeau, il y a des bricoles qui traînent. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a quelques bricoles qui vont pas tarder à émerger, à moins que ça soit déjà le cas. En tout cas, il y a du lourd derrière. Il y a du lourd. Si ça ne se décante pas maintenant, compte tenu de la position de Saturne qui n'est pas encore arrivée là, pile poil, ça va mettre un petit peu de temps peut-être, mais 2019, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui est... C'est impressionnant, voilà. Donc, on a ici, donc je disais, le Vesta sur l'ascendant qui nous indique effectivement qu'on peut être amené à rencontrer ces nouvelles stratégies féminines de la dissuasion, hein, même si c'est des hommes, encore une fois, les incarnations féminines n'ont pas le monopole du yin. Il y a des hommes très bien qui portent cette vibration phénoménale, comme des femmes qui portent la vibration yang. Moi, j'en suis une propriétaire, entre guillemets. Il faut comprendre finalement ici que il y a des gens qui vont commencer à engager leur point de vue, en fait. C'est ça que je ressens, moi, ici. Il y a une volonté d'engager son point de vue et il y a une vérité de chercher, finalement, des vérités sur les lois et les choses matérielles, la banque, les institutions existantes. Il y a un truc qui repose sur les lois, les impôts, les règlements qui est en train d'être fouillé. Voyez-vous ? Donc la nouvelle lune est en cuspide de 3, donc on veut discuter, mais ça bloque, d'accord ? Donc il peut y avoir aussi un événement qui touche des enfants, qui touche, ou des gens connus, qui peuvent amener, il peut y avoir une mauvaise communication sur ce domaine-là. Certains contrats, alors on a eu un Uranus en 7 qui nous amène des contrats, des partenariats qui peuvent être totalement malmenés. Hein, donc si c'est votre cas, revoyez vos objectifs, hein, revoyez votre mode de communication qui vise à tout contrôler et surtout décentrez vraiment vos objectifs sur vraiment qu'est-ce qui est juste. D'accord ? C'est quoi la conscience de votre truc et comment est-ce que vous pouvez repositionner vos objectifs ? Au niveau évidemment personnel, le foyer, la famille peut être le terrain de quelque chose qui peut remonter et qui n'est pas forcément super sympa. Hein. Donc restez bien centré, restez bien vigilant à ce qui se passe. Au niveau Chiron est en 6, donc il peut y avoir également dans votre zone
des traitements, des choses au niveau de la guérison, au niveau des traitements, même des traitements collectifs, et des possibilités diverses de guérison ou de nouvelles médecines qui peuvent être très efficaces et commencer à être communiquées. Voilà, donc je me suis un peu attardée quand même, parce que c'est pas tout le temps, donc et on me l'a fait remarquer, donc très justement. Guadeloupe, Martinique, GMT-4. Alors, nouvelle lune le 7-12 à 3h20. Ascendant 3 degrés 47 minutes Scorpion, ce qui nous met notre ascendant sur Vénus, opposé Uranus. Donc, il y a un désir de vérité et de richesse intérieure qui est vraiment en cours. Hein. On cherche à repositionner finalement au niveau individuel, mais pas que. On cherche à repositionner sa paix intérieure en élaguant vraiment les gens toxiques, je serais tentée de dire. Il y en a qui se reconnaîtront d'ailleurs dans la zone. Vraiment, il y a des choses qui sont très... qui doivent être explosées, qui doivent être des relations, je pense, qui doivent être coupées, qui doivent être franchement délimitées au niveau énergétique. D'accord? Donc cet Uranus notamment qui est en bélier et qui est en cuspide de 7, il indique vraiment qu'il doit y avoir une espèce de séparation énergétique dans vos relations, dans des choses qui peuvent vous paraître complètement hirsutes. Quoi, hein. Il y a une volonté finalement de soigner quelque chose qui ne serait pas correct, hein, au niveau relationnel, en explosant complètement, en disloquant, on va dire, les structures qui bloquent. C'est-à-dire que voyant que ça ne marche pas et que vous avez une fin de non-recevoir par les gens, boum, le truc, boum, vous passez par autre chose, une autre... alors, ça va passer par d'autres phénomènes, d'autres actions qui vont vous amener finalement une délimitation énergétique nette. Et c'est ça qu'il faut viser, d'accord ? Donc, on se pose ici la question finalement de ce qu'on a, de ce qui est dans notre patrimoine, hein, avec cette lunaison qui est en maison 2. On a une réflexion sur nos richesses intérieures, nos richesses extérieures, donc notre façon d'intérioriser les choses et de les relier à l'intérieur. De les relier de façon à ce que finalement elles deviennent concrètes. Saturne en maison 3 risque de bloquer les formes de communication, notamment les communications de structure, communication d'état, communication, voilà. Ça va être assez complexe de communiquer en fait, hein. Il y a une sorte de blocus, des sortes de choses qui sont pas dites, voilà. Ça va être assez balèze, d'accord ? Au niveau de cette problématique du matériel, on va avoir aussi des réflexions qui peuvent être des réflexions qui sont liées à l'idéologie ou à l'eau aussi. Il y a quelque chose qui peut faire entrer un élément, alors que ce soit la terre ou que ce soit l'eau, il y a quelque chose qui peut rentrer dans la ligne de compte, dans les débats qu'on peut avoir au niveau du matériel. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Au niveau collectif comme au niveau individuel, on peut avoir justement un peu la trouille des mouvements de foule, un peu la trouille de ce qui peut se passer au niveau collectif. Voilà, il y a quelque chose de très flou à ce niveau-là. Et puis une prise de conscience aussi de certains jeunes, du pouvoir qu'ils peuvent avoir au niveau politique, de ce qu'ils peuvent créer, co-créer, du rôle qu'ils peuvent jouer de façon pacifique, de façon ordonnée, de façon intelligente. Voilà, il y a quelque chose qui remet finalement la jeunesse au premier plan. Alors, sans transition, on passe à GMT plus 4, la Réunion. Donc, nouvelle lune, toujours le 7 à 11h20, ascendant 3 degrés 30 des poissons. Pile poil sur Nessus, hein, avec en 1 Mars-Neptune, Chiron.
Cuspide de 2. Donc avec donc une idéologie ou une problématique sur l'eau très forte. D'accord? Il y a quelque chose aussi, il y a une rébellion contre l'État, il y a un problème avec l'autorité qui n'est pas résolu encore. Ça semble donc perdurer. Les propositions Nessus conjoint à l'ascendant, il semble que vos propositions, vérifiez-les bien, parce que pour moi, il serait, ça peut prendre quelques virs-tours avant que ce soit entériné. Vérifiez bien que ce soit bien suivi d'effet, que ce ne soit pas un effet d'annonce. Ici aussi, hein, les jeunes peuvent jouer un rôle dans la balance. Et ils peuvent ajouter vraiment des éléments à la discussion, c'est-à-dire voir vraiment co-créer la société qu'ils veulent, qu'ils aient des idées sur la façon dont ils veulent gérer les choses, dont ils veulent, mais pas sur les modèles de ce qu'on voit maintenant, mais qu'ils soient vraiment créatifs et ouverts à la discussion et voilà. Ici, Chiron en cuspide de 2 va nous dire de bien vouloir guérir nos liens au matériel, à tout ce qui est notre propriété, à notre corps, etc. etc. Donc, transformation évidemment du collectif avec une solidarité qui peut commencer à se mettre en place. Attention à toutes les grandes peurs collectives qui peuvent revenir. Saturne est là, Pluton, Uranus, Nœud Sud, Vesta et Lune Noire en 12. Donc on a quelque chose qui remonte de l'inconscient et qui continue à s'expurger, qui continue à sortir pour être traité. Vous voyez, c'est vraiment très... là, il y a une vraie demande de sortir de toutes ces peurs définitivement. Et une opposition au pouvoir. Alors, Tokyo, Indonésie, GMT, plus 9. Et je vais inclure Nouméa qui dedans, puisque l'ascendant est le même. Donc on a une nouvelle lune donc à 16h20, ascendant 14 degrés 27 Gémeaux. Donc ici, on va communiquer, d'accord? On va chercher la vérité. Mercure en Scorpion va demander toujours ses diagnostics et des vérités sur le quotidien. Ça demande la discussion de toutes parts en fait ici. On cherche, on creuse même. Les partenariats sont inspectés, on va dire, et ils sont attaqués. Ici, il y a comment on va dire, une recherche, une poursuite de tout ce qui est frauduleux. Il y a quelque chose, il y a une horreur de la tromperie en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la tromperie qui est... ouais, il y a le sens de l'honneur est bouffé par cette tromperie en fait, puisque ce Mars-Neptune, il va nous chercher le sens de l'honneur du Sagittaire en nous disant que finalement... le modèle du gars de Carlos Ghosn, par exemple, il a flingué l'honneur qu'on lui avait donné. Vous voyez? Et ça se traduit comme ça, en fait. Cet aspect-là, chez les Japonais, il s'est traduit non pas en trahison ou en floutage de l'action, il s'est traduit, mais il peut se traduire chez nous aussi, comme ça. Il s'est traduit, en tout cas là, il se traduit en déshonneur complet. Et on a vraiment, on passe à la loupe les structures et les méandres financières du truc, et il y a vraiment à chaque fois, à chaque étape, des gens qui demandent des transformations, qui notent, il y a vraiment, voilà. Et ici, ce déshonneur touche le quotidien.
Et donc, ça va entraîner des structures, la dissolution de certaines structures économiques. Enfin, économiques, c'est de grandes boîtes, en fait, et de modèles, de business models, en fait. Ils vont commencer à se poser des questions sur la liquidation d'un certain nombre de business models ou de fonctionnement de partenariats. Et donc, évidemment, ça fait ressortir un certain nombre de dettes karmiques, entre guillemets, qui doivent être traitées collectivement, puisque là, on a Chiron en 11. Donc, Uranus également peut aller chercher des incidents, on va dire, minimum électrique dans la zone. Hein. Minimum électrique ou climatique, fort, genre beaucoup de vent et un truc qui arrache tout, ou avec de la foudre, bien évidemment, ou genre un peu nucléaire sur les bords. Alors, le seul, donc Nouméa GMT plus 11, c'était pareil, puisqu'on avait 14 degrés 4 Gémeaux, voilà, pour l'ascendant. Maintenant, on a toujours, peut-être en plus, un focus sur les jeunes, hein, d'accord, qui peuvent s'agréger à construire avec de l'idéologie. D'accord ? Il y a une forte demande de transformation des structures sur place, en fait. D'accord ? Et il peut y avoir quelque chose qui explose au niveau collectif. C'est ça qui est un tout petit peu, c'est le bémol que j'y vois sur Nouméa. Voilà. Donc, ça, c'est l'astro. On va à la numéro. La numéro, on a donc en réduction 7 plus 12 plus 11 qui nous fait 21, puisqu'on ne réduit pas le 11 qui est un maître nombre. Et donc ici on obtient le monde. Le monde, finalement, quand on le voit, c'est l'aboutissement, c'est la fin des lames de tarot, d'accord, avant le 22 qui lui n'a pas de nombre. Et donc c'est la dernière lame des arcanes avec un numéro. Et donc c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Et donc dans cette carte, on voit que finalement, on est allé à la fin d'un truc dont tous les éléments, sont à leur place. Finalement, ici, c'est une des lames où on a beaucoup d'éléments qui font référence à la religion. Et effectivement, quand on regarde bien, on a affaire à une espèce de copier-coller de ce qu'on trouvait dans les basiliques paléo-chrétiennes et les premières églises, notamment médiévales de l'art roman. On avait un Christ en gloire, ce qu'on appelait un Christ en gloire, c'est-à-dire un Christ pantocrator, une grande figure christique qui domine sur le monde. Hein. C'était le Christ sur le monde, c'était le Dieu du monde, c'est le maître du monde. Et donc en fait le Christ en gloire, lui, c'est une représentation de la fin des temps qui est très classique dans l'iconographie chrétienne, surtout l'iconographie chrétienne dès le démarrage de la chrétienté. Donc ce Christ pantocrator, en général il a une main ou il a un globe, il a machin, il est là dans une attitude finalement de domination et d'enseignement de ce qui va se passer. Donc en fait il pose quelque part sa présence sur l'humanité, d'accord, en montrant exactement qui il est, ce qu'il fait, etc. Dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, ce Christ pantocrator est entouré de ce qu'on appelle des quatre vivants. Les quatre vivants, ce sont les symboles, évidemment, des évangélistes du Nouveau Testament. Donc on a le bœuf pour Saint Luc, on a l'ange pour Saint Matthieu, on a l'aigle pour Saint Jean, et puis on a le lion pour Saint Marc.
Donc, chacun, évidemment, de ces éléments étant le symbole d'un des évangélistes du Nouveau Testament, mais on a également je dirais un symbolisme en plus dans les éléments de ce qui est des caractéristiques de l'humanité. D'accord ? Dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme avec l'aigle, etc., etc. Dans le cœur avec le lion. Donc on a ce symbole du tétramorphe, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qui donc reste dans cette lame du tarot de Marseille, avec le personnage qui a changé. Et qui lui devient un personnage qui est un personnage donc copié-collé de Vénus antique, par exemple, complètement nu, et qui a les pieds en croix à l'imitation du pendu, pour je dirais une signification en miroir, comme on l'avait vu, hein, pour avancer dans une direction différente et pour pouvoir sortir de ce qui est justement le miroir de l'immobilité et de la matrice qu'on a créée nous-mêmes et qui nous enchaîne, puisque avec le pendu, c'est ça. Donc on a une sortie par le haut de tout ça. Donc ce monde aussi, il peut indiquer également qu'on a ici globalement une essence qui se protège, qui est dans un œuf. Le monde, c'est souvent aussi l'arcane de la maternité. On a un bébé dans un œuf. Et donc ici, on a une essence pure à protéger de quelque chose et qui n'est pas encore complètement née. D'accord ? Donc ici, on a vraiment l'essence, on commence à voir cette nouvelle société. Elle est pure, elle est... Voilà, et on ne sait pas comment la protéger. Tout est pourtant très à sa place dans le monde actuel. Et ce monde, il parle d'unité, d'accord ? C'est cette participation de tous qui va faire le un et qui va permettre justement à cette nouvelle humanité pure de sortir, finalement. Ça, c'est pour le monde. De l'autre côté, au niveau des lettres hébraïques, on a le Shin. Le Shin, c'est une des lettres les plus importantes de l'alphabet hébraïque. Elle a pour valeur 300, c'est l'élément feu. Elle est souvent liée aux dents. Elle nous demande finalement de laisser brûler... c'est marrant parce que ici, le feu, il y en a eu. Hein. Elle nous demande de laisser à la vie, le feu de la vie, finalement, brûler ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas utile. D'accord ? Et ce Shin demande évidemment à reconnaître les cadeaux de la vie, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas... derrière les injustices apparentes, tout ce qui peut être finalement récupéré comme étant quelque chose de positif. Alors, Shin, c'est finalement un petit peu comme le monde, c'est une espèce de fondation, d'accord ? Et finalement, en se posant comme les dents sont bien, énergétiquement notamment, une espèce de fondation de ce qu'est l'humain. C'est-à-dire que vous avez toute la voûte en haut des dents qui va recevoir l'énergie et en bas, vous avez vos dents qui vont vous dire comment vous l'avez mis dans la matière. C'est pour ça que c'est si important de faire attention aux implants que vous mettez, etc., etc., et ce que vous faites à vos dents, parce qu'en fait, toute votre cartographie énergétique, elle est fondée, elle est mise dans les dents. Au départ, c'est les dents, donc évidemment, vous avez le côté aussi masculin-féminin en fonction du droite et gauche, et vous avez ce que vous en faites réellement dans la matière, comment est-ce que vous allez vous débrouiller par rapport aux activités énergétiques, à concrétisation de ce que vous avez en haut, comment vous allez réussir à le bidouiller en bas et vous débrouiller avec ça.
Ça, c'est une histoire de fondation. Shin, c'est également la lettre qui va former le mot Shem, qui est notre nom. Et notre nom, quand on parle de fondation, notamment énergétique, donc c'est la matrice de Shin qui va finalement nous donner la vibration, notre vibration d'essence. Notre nom, finalement, c'est la vibration de notre incarnation. On le voit bien en numéro. En numérologie, vous avez votre nom, vos prénoms, etc. Et vous vibrez, en fait, vous n'avez que des tableaux avec des chiffres. Et on va décrypter chaque chiffre. Et c'est tout votre nom va être traduit en chiffres, et c'est ce que veut dire Shin, en fait. Shin, il va indiquer que on va vous demander de retrouver votre vibration de nom, votre nom originel, et la conscience de votre vibration. Donc votre vibration de nom, c'est comme on vous appelle, c'est pas votre chemin de vie. Hein. Votre chemin de vie, c'est votre date de naissance. Donc ça n'a rien à voir avec votre nom. Rien. Votre nom, il va vous indiquer un certain nombre de nombres qui sont des fréquences, qui sont des vibrations avec lesquelles vous allez interagir toute votre vie. Et c'est ça que c'est ce nom qu'on a, c'est ce nom qu'on nous donne et avec lequel on vit, etc. Ce nom même originel, même ce nom d'âme, d'accord, qui a été créé par le Verbe divin, qui va nous modeler, qui va nous donner notre sens et qui va nous donner notre paramétrage et qui va nous donner comment on réagit par rapport à telle ou telle vibration de l'univers. Shin, dans le Zohar, quand elle est venue devant le Saint béni soit-il, pour présider évidemment la création du monde, elle se réclamait du mot divin Shaddai. Et donc, le Tout-Puissant la renvoie en lui disant « Tu es digne, tu es bon, mais des faussaires se serviront de toi pour affirmer leurs mensonges en t'associant. » En t'associant les deux lettres Kof et Resh pour former le mot Sheker, mensonge. Donc en fait, on voit voilà. Donc il lui dit aussi bien que tu sois vrai, Shin, puisque les trois patriarches sont réunis en toi, c'est-à-dire que Shin est un trident qui unifie les vibrations. Et que vous soyez de n'importe quelle religion, votre nom d'âme reste le même. Et c'est par celui-là qu'à la fin des temps, on vous appellera. C'est ce que dit le Zohar, hein, c'est pas moi, hein, c'est ce que dit le Zohar. Donc voilà, donc du coup, il ne s'est pas servi de lui pour la création parce qu'il dit, mais non, moi j'ai besoin de toi après, en fait. Donc voilà, ça c'était pour les lettres hébraïques. Alors, partie 3. Les énergies du collectif. Allons-y. Donc, comme je vous le disais, que j'ai commencé à en parler, je ne suis pas très en avance, très bien. Les énergies qu'on a vues depuis quelques semaines en France sont la réutilisation d'un égrégore de colère du peuple qui, en fait, était déjà là quand quand Pluton en Capricorne est passé pour la Révolution française, pour en tout cas au XVIIIe siècle, pour former tout ça et pour aller chercher justement toute cette dislocation des anciennes structures, puisqu'il était, on va dire, décidé de changer de régime. Bon. Changer de régime pour passer à une société plus équilibrée. D'accord? Donc, on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme mode opératoire? On a des énergies qui sont liées, qui ont donné, samedi dernier notamment, des insurrections dans la France entière qui prennent leur source, on va dire, dans des taxes, d'accord? Et surtout des privilèges que la plupart du temps, nos élus passent leur vie à s'accorder. Des modifications de salaire à la hausse. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui, quand il change de boulot, il garde la retraite qu'il doit avoir pour un boulot, mais jamais de la vie.
Si vous quittez un boulot, vous n'avez pas la retraite qui convient avec ce truc-là. Vous n'allez pas avoir 50 retraites. Si vous en avez déjà une, vous avez du bol. Mais eux aussi, c'est pas gênant en fait. Non, moi j'ai gardé ma retraite du Sénat, je fais autre chose. Et tout est comme ça. D'accord? Donc on est vraiment dans... ils ont commencé par supprimer l'ISF en arrivant. Donc on a... voilà. D'accord? Le CICE, c'est quand même un truc incroyable. On fait des cadeaux aux entreprises pour que nous, à la pompe, on se paye notre propre salaire. Mais c'est quoi? Mais c'est complètement déconnant, quoi. On est dans un truc où c'est totalement déconnant. Donc forcément, à force d'appuyer sur la pompe, on finit par avoir un truc qui réagit quand même. Donc, il y a des réactions et des énergies qui ont démarré la pompe, d'accord? Et qui ont pris de l'ampleur, d'accord? Qui ont été voulues. Donc, ces énergies, elles ne sont pas forcément maîtrisables, d'accord? Mais on a déjà vécu cette époque à la Révolution. Donc, on est dans l'égrégore qui a commencé à la prise de la Bastille. Alors, c'est marrant parce que on voulait aller chercher les prisonniers à la Bastille et Macron, lui, tout ce qu'il a dit, c'est « venez me chercher ». Donc, il y a un truc, c'est assez drôle. Donc, en fait, les insurrections à la Révolution sont allées à Versailles et la seule chose que les Gilets jaunes voulaient faire, c'est aller à l'Élysée. Bon, puisque M. Macron a vraiment focalisé sur sa personne toute l'idée finalement de décision, toute l'idée de royauté, j'allais dire, c'est ce mot qui me vient, mais c'est un peu ça, toute l'idée du présidentiable qui normalement n'a aucun rôle. On est d'accord qu'aujourd'hui en France, sous la Ve République, le rôle du président de la République n'existe pas, hein, mais avec lui, on a quand même un doute. Bon. Donc, à la Révolution, il y a eu cette prise de la Bastille, et après, finalement, il y a eu ce même flou. Il y avait d'autres insurrections, et on ne savait pas trop quoi faire. Les députés donc, qui sont sortis de là, devaient réagir. D'accord ? Le roi n'était pas encore mort, attention, à cette époque-là. Il est mort en janvier 93. Hein. Donc, on décide, finalement, on nous fait passer dans les livres la nuit du 4 août comme l'abolition des privilèges pour quelque chose de phénoménal. C'est une gigantesque escroquerie. D'accord ? C'est un événement on nous fait passer ça pour un événement fondamental de la Révolution française. En fait, il y a eu une séance de l'Assemblée constituante au cours de laquelle on devait voter l'annulation ou la suppression de tous les privilèges féodaux, le droit féodal, d'accord ? Donc, on est censé, cette nuit-là, c'est ce qu'on va apprendre dans les livres d'histoire, avoir mis fin au système féodal, c'est-à-dire l'abolition des droits et privilèges féodaux, ainsi que de tous les privilèges de classe, province, ville, corporation, tout. D'accord ? C'était au départ une idée des Jacobins. Jacobins, voilà, il y a eu d'autres mouvements que vous connaissez bien qui sont les Girondins et les Montagnards avec Robespierre et Danton et Marat pour ne pas les nommer, qui vont tous s'écharper et finir sur la guillotine suite à ce que je vais vous dire. Donc les individus deviennent tous égaux en droit, donc on va commencer la nuit du 4 août à vouloir faire table rase, donc à essayer de trouver des modes opératoires pour faire cesser les jacqueries. Parce que les paysans, ils n'en peuvent plus. On leur demande de payer tout un tas de taxes, de dîmes, de gabelles, de machins, de trucs en tout genre, et ils n'en peuvent plus. Les députés, eux, sont issus globalement de la bourgeoisie et encore de la noblesse, et donc ils voient pas trop le... Ils se disent, mais ils vont s'arrêter là, les paysans, enfin, stop, quoi, il faut quand même s'arrêter. Bon, parce que je vous rappelle qu'il y a le tiers-état, la noblesse et le clergé, d'accord ? Bon. Donc, suite à la prise de la Bastille, on a une énorme incertitude. Il y a énormément de peur. On a une radicalité qui se met en place. On a des milices de bourgeois qui se mettent en place pour défendre à la fois leurs grosses fermes, leurs offices notariés, etc. Et les paysans se mettent à brûler des symboles. Ils se mettent à brûler ce qu'on appelle le terrier, qui est en fait un espèce de parchemin.
enfin un écrit, qui se trouve en possession des seigneurs dans les châteaux et qui liste l'intégralité des droits que ce monsieur a sur sa terre. Mais attention, il a droit à plein de choses, ce gars. Il a le droit à avoir de la servitude sur vous. Il y a ce qu'on appelle la main morte, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de donner vos biens à vos enfants. C'est à lui, forcément. Donc, mais aujourd'hui, attention, il y a dans certains cas, c'est pas si éloigné que ça, hein, d'accord? Ces gens, donc effectivement, les paysans se regroupent entre eux. Ils finissent par passer tous ces propriétaires de châteaux à tabac. Ils finissent par flinguer les pigeonniers, parce que les pigeonniers étaient aussi des symboles du droit féodal. Donc ils les foutent par terre. C'est pour ça que dans les châteaux, des fois, on se demande, on dit, oh, il y a un pigeonnier, mais pourquoi est-ce qu'on a restauré ce pigeonnier? Finalement, c'est un pigeonnier, c'est un pigeonnier. Non, pigeonnier, c'est dans la propriété du château, c'était la marque du droit féodal. C'est je suis le seigneur et vous êtes des gueux. Donc voilà, et vous, du coup, j'ai des droits sur vous. Donc en fait, les gens vont globalement tuer tout le monde parce qu'ils se disent, on va se partager les terres et finalement, on va pouvoir vivre bien. Donc ils se disent, voilà, on va régler le problème entre nous. Et donc les députés se disent, mais on veut pas partager les terres, qu'est-ce qu'ils nous font là, les paysans? C'est pas possible un truc pareil. Et donc ils décident, finalement, ils ont peur de la guerre civile, et donc ils se disent, on va passer à cette nouvelle assemblée constituante pour demander, appeler au calme, et on fait des appels au calme, et au maintien de l'ordre, on leur demande à tous d'être très calmes et très posés dans leur machin, mais finalement, on ne va pas y arriver, ça n'a pas d'effet. Moralité. D'accord? Moralité. On se retrouve à avoir finalement une insurrection paysanne qui va prendre une forme nouvelle. Donc elle va se répandre en province, même en Bretagne qui était pour l'instant restée tranquille. Et donc les propriétaires réclament finalement tout un tas de choses. Alors qu'est-ce qu'ils réclament? L'abolition des privilèges. C'est quoi? Eh bien finalement à ce moment-là, ils décident de 2 stratégies. D'accord? 2 stratégies. Écoutez bien, c'est assez intéressant parce qu'on va retrouver le process dans de nombreuses circonstances. Finalement, ils se disent, mais non, on va séparer la propriété féodale de la notion de propriété tout court. Et ça va donner la stratégie d'abolition des privilèges, donc décidée par les Jacobins. Je vous rappelle ce que c'est qu'un État jacobin sur lequel on fonctionne encore, hein, donc complètement centralisé, machin, même si on décide que... Donc c'est une stratégie, c'est pas un événement spontané comme on a voulu nous le faire croire pour dire la nuit du 4 août, on a eu une révélation et on a aboli tous les privilèges. Non, non, ils se sont mis à plusieurs là, les bourgeois et les restes de nobles, pour dire on va faire un truc en 2 axes pour calmer les paysans. On va d'abord commencer la séance de nuit. Ça vous rappelle des trucs ça? Parce que comme ça on va... dissuadés, il y a certains députés qui vont être, comme c'est un peu coupe-gorge, ils vont être dissuadés de venir. Et on va faire plaider l'abolition des privilèges par les députés nobles eux-mêmes. Donc le fait qu'ils vont venir pleurer à la barre pour dire « Oh, on est d'accord, on va vous donner nos privilèges et tout », ça va émouvoir tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire que en faisant plaider la cause par des députés qui étaient acquis à la noblesse pour les dénoncer, on finit par aboutir finalement à un truc qui va être totalement vicieux, qui va être on laisse les châteaux aux gens, mais on va demander le rachat des servitudes par les paysans. Le rachat, d'accord? C'est ce qu'on va dire, puisque nous on était propriétaires de vous, et pour racheter votre liberté, faudra payer. Et ce qui se passe, c'est qu'on finit par aboutir donc au rachat des redevances féodales. Et donc, tout ça n'est pas acquis, etc. Donc, on pense qu'on a gagné, que c'est une grande victoire, que machin. Mais c'est une gigantesque escroquerie. On a juste troqué
des choses qui étaient inadmissibles. Donc on vote l'abandon des privilèges féodaux et le rachat des droits réels. D'accord? Donc ça veut dire que globalement, il y a une énorme trahison des peuples et des paysans. C'est-à-dire que globalement, c'est comme si on dise, non, ok, on va vous laisser tranquille pour les taxes, mais vous allez devoir racheter finalement 50 fois votre droit à la pompe. Vous allez devoir payer un péage pour accéder à la pompe à essence. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, on laisse les taxes, voilà, bon bref, tout est comme ça. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Donc et puis alors, dans les je vais quand même vous les lire, ce qui a été racheté, parce que c'est l'abolition des privilèges, c'est quand même un truc assez impressionnant. Voilà. Les droits féodaux suivants sont donc abolis sans indemnité, ceux-là. Hein. La main morte réelle, c'est-à-dire le fait que on ne puisse pas donner ses biens à ses enfants, ou personnel, c'est-à-dire voilà. La servitude, c'est l'état d'esclavage. La possibilité de possession de colombiers, donc de pigeonniers. La chasse. Tiens, la chasse est abolie. Notamment la chasse à courre. Oh bah mince, je croyais que c'était aboli. Les capitaineries et les réserves de chasse, encore. Les justices seigneuriales, ben oui, parce que figurez-vous que... on avait une justice qui demandait à être payée pour rendre la justice. Hein, donc, c'était vachement pratique. Les dîmes, ça, c'était l'impôt de l'Église, d'accord. Les droits casuels des curés de campagne. Alors ça, c'est sympa parce que comme, évidemment, cette Révolution française, elle a été faite par les francs-maçons, inutile de vous dire que l'Église n'était pas du tout dans le truc. Donc, ils ont enlevé la dîme et ils ont enlevé le salaire du curé. Ça ne leur coûtait pas grand-chose. Tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, villes et communautés d'habitants, la pluralité des bénéfices. Sont rachetables les droits et les devoirs, tant féodaux que sensuels, autres que ceux qui appartiennent à la main morte personnelle et à la servitude. C'est-à-dire tout. Vous devez tout racheter. D'accord? Les autres dîmes, etc., sont rachetables. Les rentes foncières sont rachetables. Les taxes paysannes sous forme de récolte sont rachetables. La vénalité des offices, elle est rachetable. D'accord? C'est-à-dire qu'on a l'accès à la justice, mais malgré tout, il y a tout un tas de choses à payer quand même pour pouvoir avoir le droit d'y accéder. Et après, on a l'égal accès de tous les citoyens aux emplois, qui est affirmé après par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, avec son article 6. Donc, en fait, suite à ça, on a l'émergence d'un individualisme propriétaire. D'accord? Parce qu'on a bien, on a les petits gueux qui ont le droit de racheter les miettes de leur liberté, globalement. Et on a les bourgeois qui, eux, vont pouvoir racheter, y compris, et garder les propriétés. Et il y a une espèce de... On passe de l'inégalité aristocratique, finalement, à d'un seul coup, l'inégalité bourgeoise. Donc, d'un seul coup, on va aller sur le domaine de l'argent. Et c'est là que d'un seul coup, on bascule à l'économie, d'accord? Et c'est cet argent qui finalement va instrumentaliser la propriété et qui va en faire quelque chose qui va sortir les gens de leur misère et qui va, on croit qu'on a détruit les privilèges, erreur, on en a fait d'autres. Et on en a, même si on a voulu dire que la propriété était universelle, eh bien, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a racheté les droits seigneuriaux au profit de la bourgeoisie qui, finalement, avec l'argent dont elle disposait, a racheté l'intégralité des droits divers et variés. D'accord? Et la paysannerie s'est retrouvée totalement flouée.
Donc, la République, donc évidemment, va avancer dans le droit de l'homme et du citoyen pour abolir, au final, les droits seigneuriaux, mais il y a malgré tout des choses qui vont... tout ça, ça va donner un terreau qui va faire sauter la tête, je dirais, à la fin, avec le comité de salut public à notre ami Robespierre, et je dirais qu'il va servir à tous ces révolutionnaires de construction d'inégalités nouvelles. Hein. On est sur un mode de société qui effectivement a complètement changé, qui n'est toujours pas transversal, c'est-à-dire qu'il est passé d'un changement de régime aristocratique à un changement de régime industriel, économique, bourgeois, basé sur l'argent, alors qu'avant c'était basé sur l'étiquette, le sang, la nature et la religion. La suite, c'est qu'effectivement, les francs-maçons ont gommé la religion. C'est basé sur l'argent, uniquement l'argent, et non plus le sang, et non plus la tradition, etc. Donc, aujourd'hui, l'égrégore qu'on supporte, c'est celui que ces gens de la paysannerie ont supporté lors de la revendication de leurs droits en 1789. Donc on va voir, il y a des choses que je vous ressortirai au fur et à mesure de ce qu'on va vivre ici, qui va être très intéressant, vous allez voir, qui vont nous ramener sur finalement l'égrégore qui a été modélisé lors de tout ce qui s'est passé après jusqu'à la mort de Louis XVI. Le thème progressé de la mort de Louis XVI jusqu'à maintenant est tout à fait édifiant à ce sujet-là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être conscient, je pense, de la colère qui motive les revendications pour ne pas se laisser manipuler dans l'obtention de ce qu'on croirait être une victoire et qui finalement ne serait qu'une manipulation supplémentaire d'une élite qui ne pense qu'à son intérêt propre et certainement pas à haute vibration. Voilà, donc c'était une illustration à ma façon. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Faites très attention à vous le lendemain de cette nouvelle lune. Il y a visiblement une manifestation. Voilà, soyez bien centrés, soyez modérés. Ne succombez pas à cette colère qui ne sert que la manipulation. Défendez de façon intègre et intelligente nos droits à tous. Je vous embrasse bien fort. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.